Merci beaucoup, Guy. On pourrait t'écouter encore jusqu'à minuit et plus. Mais je vous propose maintenant d'écouter Thierry Bécourt. Thierry Bécourt qui est un frère, un franc-maçon, qui, comme d'autres, s'est engagé dans la société pour créer une ONG et défendre ainsi sur le terrain les droits de l'homme. Donc, Thierry Bécourt à la parole. C'est un peu compliqué de prendre la parole après un discours d'une telle qualité et une personnalité aussi brillante. Il se trouve que j'ai été à plusieurs reprises à l'Université libre de Bruxelles et donc c'est un lieu que j'affectionne particulièrement. Par contre, j'apprends qu'elle a été mise sur pied par des frères et ça me réjouit d'autant plus. Allez. Alors, Théma, on m'a demandé, donc Alexandre en l'occurrence, d'intervenir, de présenter une des associations que je représente, qui est le Cercle international de la bannière de la paix. Non. En fait, j'ai été responsable de deux associations, une de droits de l'homme, celle-là n'est pas le droit de l'homme, même s'il y a des rapports, vous le verrez, mais une association qui s'appelle la Coordination pour la liberté de conscience, qui a sévi pendant 20 ans et qui est actuellement depuis 3 ans une organisation non gouvernementale ECOSOC, donc ici sur Genève, et dont je suis assez fier pour le travail que nous avons fait. C'était très très dur, ce qui s'était passé dans la liberté de conscience en France. Et on a aujourd'hui l'aboutissement, on aura certainement l'occasion d'en reparler un peu, de ce qui s'est passé depuis les années 70. Donc après les années 1968, et donc cette fameuse révolution de 68. Et il y a certainement un bout de cette révolution, on en a un petit peu parlé maintenant, c'est certainement pas forcément le sujet de ce soir, bien que ça y ait touché, mais on se retrouve quand même avec une dynamique un peu parallèle. Alors, l'association dont je voudrais vous parler aujourd'hui, donc le Cercle international de la bannière de la paix, lui n'a pas pour objectif de lutter directement pour la liberté de conscience. Son objectif est de parler de la paix, Cercle international de la bannière de la paix. En France, c'est aussi la Pax Cultura, c'est une organisation qui est internationale, dont je vais vous expliquer un petit peu l'origine. Et en Belgique aussi d'ailleurs, ça existe, mais en Suisse, donc sa situation à Genève a pour but de promouvoir ce symbole, et qui est ici, donc je vous ai ramené une représentation, qui est un cercle rouge avec 3 points rouges à l'intérieur. Donc la bannière de la paix, certainement que certains d'entre vous connaissent, malheureusement c'est très très peu connu, un de nos objectifs c'est justement de le faire connaître, donc je vais vous parler quelques minutes. Alors, on sait que quand on fait une intervention de 2 heures, il nous faut 3 minutes pour la préparer, mais quand on fait une intervention de 3 minutes, il nous faut 2 heures pour la préparer. C'est un petit peu ce que j'ai fait. Donc je vais, au lieu de m'étendre, parce que l'heure avance, je voudrais simplement vous présenter ce que j'ai préparé, qui dure 2-3 minutes exactement. Et ensuite, les organisateurs font ce qu'ils veulent. Donc en fait, c'est un texte que je donne dans une conférence qui s'appelle la culture face à la chute des valeurs et la destruction du sacré. Et vous allez voir que bien des choses vont nous rassembler ici, au niveau social et au niveau spirituel. Vous allez comprendre. Donc après avoir remercié les organisateurs, donc je revois ma phrase que j'ai commencé autrement. Donc le Cercle international de la bannière de la paix de Genève et Pax Cultura France que je représente, donc a pour vocation de promouvoir cette fameuse bannière de la paix qui fut adoptée en 1933 à Washington, en présence justement de Nicolas Roosevelt et sa femme, dont tous les deux étaient des gens très très engagés sur le plan spirituel aussi. On a rarement des présidents qui, ils sont toujours plus ou moins contestables quelque part comme nous-mêmes, mais en tout cas ils avaient vraiment une vraie démarche spirituelle avec une compréhension qui sortait de la société de consommation. Et donc ils ont suivi le peintre russe et sa femme, dont j'ai rapporté des représentations ici, suffisamment grandes pour que vous les voyez, je pense, un peu dans le fond, mais enfin, bon, vous pourrez voir ça sur nos sites. Et Nicolas Roerich était un peintre, et archéologue et juriste,
russe, et qui, avec sa femme, donc Elena Henry, qui faisait partie de la société assez aisée de Russie, et l'intelligence Russie, et qui en fait ont compris une chose, c'est que le patrimoine culturel était vraiment essentiel, vraiment important pour l'évolution de conscience de l'humanité. Et donc, depuis les années 20, ils ont travaillé, avec un juriste français d'ailleurs, sur la mise en place d'un traité international pour protéger le patrimoine culturel international. Et donc, c'était suite à la Première Guerre mondiale, où il y a eu une destruction absolument gigantesque du patrimoine. Et donc, ils ont fini par être écoutés, entendus par beaucoup de nations, dont la France aussi, et les États-Unis. Et donc, en 1933, a été signé à Washington, donc en présence de Roosevelt, sous le nom du Pacte Rurik. Alors, ce Pacte Rurik a sévi, en quelque sorte, dans le monde entier, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Au point où Nicolas Rurik, qui représentait en tenue tibétaine aussi, russo-tibétaine, parce qu'il a habité le nord de l'Inde, avec l'association avec laquelle je travaille, où je vais régulièrement, et qui est le centre, qu'on appelle le centre Roujvati, mais on n'aura pas l'occasion d'en parler ce soir, et de là, donc, il a eu cette possibilité de représenter ce sigle, donc le cercle rouge avec 3 points rouges, pour la protection des cultures. Et donc ensuite, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, il était reçu d'ailleurs particulièrement aussi dans les milieux rosicruciens, maçonniques, hermétistes de tous bords, et politiques de haut niveau. Il a été reçu par exemple plusieurs fois par le président Doumergue, qui était président français à l'époque, et comme ça dans le monde entier. Donc autant dire que c'était quelque chose qui était très connu. Pour vous dire une petite idée, c'est que dans le monde entier, il y avait des associations, des comités internationaux Rurik pour la défense de la bannière de la paix, et qui étaient représentés par les hauts dignitaires de tous les pays, dont en France, et la maison le siège social national des comités Rurik en France était actuellement la maison des polytechniciens, qui est juste derrière l'Assemblée nationale. Donc, si vous avez eu l'occasion de visiter ce bâtiment, c'est quelque chose qui est absolument grandiose. Et donc, autant dire que c'était vraiment très représenté à l'époque. Après la Seconde Guerre mondiale, on n'a plus entendu parler de Rurik. Et pourquoi? On est encore en train de se poser la question. Et en 1950, après la Seconde Guerre mondiale donc, après aussi une destruction du patrimoine aussi colossale, et une destruction qui continuait dans le monde, il y a eu en fait les responsables de l'ONU qui ont demandé à l'archiviste d'ici d'ailleurs, à Genève, donc de la bibliothèque de Genève, de faire des recherches s'il n'y avait pas un traité. Donc il était oublié, on va dire, ce traité de 1933 était oublié, et s'il n'y avait pas un traité qui pouvait justement servir de document international pour protéger la culture. Il se trouve que l'archiviste à l'époque a trouvé ce traité, a remis à jour le traité de 1933, dont tous les textes historiques sont ici à Genève. J'ai eu l'occasion de consulter régulièrement, et d'ailleurs tout le monde peut consulter ici. Et on a eu à partir de là un autre traité qui s'est appelé le traité de La Haye en 1954. Et donc tout le travail de notre association, de notre ONG, est de défendre et de promouvoir ces traités de 1933 et 1954. Donc je vous lis un peu ce que je vous ai présenté pour ce soir. Donc notre leitmotiv, et ça c'est très, très spécifique à la paix, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises des gens qui me disaient oui, les associations pour la lutte pour la paix, il y en a plein. Et regardez l'état des guerres dans le monde. Bon, à noter que les études sociologiques aujourd'hui montrent qu'au niveau historique, il n'y a jamais eu si peu de guerres dans le monde. C'est-à-dire qu'on met toujours l'accent donc dans l'instrumentalisation des réseaux, etc. Et on met toujours l'accent sur les points négatifs. Si on parle des manipulations, des manipulations, qui en est une d'ailleurs, c'est un lapsus que je reconnais, dans cette manifestation en cours des Gilets jaunes, on va par exemple filmer une poubelle qui brûle en disant il y a le feu à Paris. Vous voyez ce que je veux dire. Donc on va instrumentaliser tout ça, et là ici, on va reprendre ce que disait Nicolas Rurik, c'est-à-dire que pour la paix, l'outil qu'il propose, c'est la culture.
C'est-à-dire que là où on part du principe que là où il y a la culture, il y a la paix. C'est discutable. Alors, on a discuté un petit peu tout à l'heure avant le meeting, mais nous avons effectivement en grande partie le principe que là où il y a la culture, il y a la paix. Mais la culture n'est pas simplement dans l'idée de la bannière de la paix et de ses inventeurs, Nicolas Roerich et sa femme. Je tiens à dire qu'il y a la femme aussi, c'est monsieur et madame, toujours monsieur, mais en tout cas, ils ont travaillé tous les deux de concert. Et en fait, l'idée, c'est pas simplement une culture intellectuelle. Il ne s'agit pas de parler uniquement de la culture intellectuelle et de ce que l'on voit au niveau des arts, l'architecture, etc. On parle aussi d'une culture spirituelle. Et la dimension de culture spirituelle, pour moi en tout cas, ça fait 35 ans que je défends ces valeurs, eh bien, c'est que si elle n'apparaît pas dans la défense de la culture, eh bien, effectivement, ça peut conduire aussi à des guerres. Des gens cultivés sont capables aussi, enfin, avec un minimum d'intelligence et de compréhension des choses, et qui restera matériel, sont aussi capables de se faire la guerre. Je pense pour ma part que s'il y a une dimension spirituelle, et je ne dis pas religieuse, je pense qu'ici on a en grande partie affaire à un public qui sait très bien faire la différence entre la religion et la spiritualité, je ne parle pas de religion, je parle de prise de conscience du supramental, comme dirait Sri Aurobindo, si vous connaissez ce personnage, ce grand philosophe de l'Inde. Donc en fait, nous avons ici une dimension qui dépasse la dimension intellectuelle. Et dans la bannière de la paix, l'idée de la culture au service de la paix, c'est ça, c'est la culture dans cette dimension-là. Je pense que si on a une ouverture spirituelle, on n'a plus envie de faire la guerre. Alors, je continue. Les missions que nous nous sommes fixées et que vous retrouverez sur nos sites sont dans un premier temps de promouvoir les traités et conventions pour la protection du patrimoine culturel par le biais de ce symbole unificateur basé sur la couleur rouge, parce que rouge égale sang humain. Et que si sang humain, il n'y a pas de différence, qu'on soit noir, rouge, jaune, on s'en fout, le sang est toujours le même. Et c'est pour ça que la couleur rouge a été choisie. C'est pour ça que je porte ce soir une écharpe rouge dans ce cadre symbolique-là aussi. Je souhaiterais simplement... Alors, nous nous sommes donné 4 missions aussi. La première mission, c'est la création d'un musée pour la paix. Alors que nous travaillons depuis 2 ans ici à réunir des fonds. Autant dire qu'on y est très loin, mais l'idée de faire un musée pour la paix, ce n'est pas un musée contre la guerre. Des musées qu'on appelle pour la paix, il y en a plein, mais c'est des musées contre la guerre, où quand on voit dedans, on nous dit plus jamais ça. Nous, l'idée ici, c'est de faire, j'ai travaillé pendant 2 ans en tant qu'un des administrateurs de Earth Focus Foundation à Genève, avec ce projet, avec Nicolas, que j'apprécie énormément, et tout le staff derrière, mais bon... dans le cadre de la bannière de la paix, c'était un petit peu compliqué, donc j'ai repris ma liberté à ce niveau-là. Mais l'idée, c'est de faire un musée qui parle de la culture aussi, de la spiritualité. Par exemple, au niveau des arts, on va reprendre des artistes qui louent la liberté, qui louent la beauté, qui louent la liberté, et pas forcément d'autres arts qui sont aussi des arts, mais qui font l'inverse, parce que ça existe aussi. Donc en fait, on a cette dimension vraiment spirituelle. La création d'un musée pour la paix, donc. Ensuite, la mise en place d'un social network qui est consacré à la paix, donc un genre de Facebook pour la paix, qu'on a en main là maintenant, mais qui ne parle que de la paix, évidemment, et dans le monde entier. Et la réalisation de 2 projets de filtration, un projet de filtration de l'eau au nord de l'Inde et d'apport de pompes à eau aussi pour Congo-Brazzaville. Donc ça, ce sont nos projets que vous verrez sur le site si vous y allez. Enfin, je souhaiterais simplement pour cette courte présentation vous livrer un petit mot sur la culture, afin de comprendre l'essence de mon propos face à l'actualité d'aujourd'hui. Et évidemment, j'ai eu envie souvent d'intervenir en écoutant M. Archet. Donc, nous définissons la culture comme l'ensemble des connaissances acquises qui permettent de développer le sens critique. Et la référence avec Poincaré m'a vraiment fait plaisir. C'est effectivement un sens critique face à des faits. Sinon, ça ne sert à rien, là on est d'accord. Et ô combien j'aime beaucoup notre grand Poincaré. Ensuite, le symbole de la bannière de la paix est censé la définir par son cercle entourant 3 points. Ces 3 points, c'est quoi? Alors, on parle beaucoup de maçonnerie ici, parce que de toute façon, c'est pour ça qu'on est réunis ici ce soir, ça a été organisé par ça. Mais les 3 points dont je porte ici, ces 3 points, ben oui, les frères, les sœurs, 3 points, etc. On retrouve toujours la même dynamique dans toutes les cultures, dans tous les temps. Et c'est pas simplement la franc-maçonnerie. La croix n'appartient pas aux catholiques, et les 3 points n'appartiennent pas aux francs-maçons.
On sait très bien ce que ça représente, on l'a souvent tous étudié. Ici, c'est l'art comme démonstration de notre savoir-faire aboutissant à la beauté. La beauté, c'est très important. Là, le deuxième point, c'est la science. La science comme l'ensemble des connaissances tendant à la découverte des lois qui nous régissent, le moteur de l'évolution et de notre éveil. Le mot éveil est très important. Et le troisième point, la spiritualité, que je préfère présenter sous le terme de tradition culturelle. Tradition culturelle mondiale qui s'oppose à l'éphémère en ce qu'elle traite de la continuité de conscience. Conscience est très important. Dans notre point, mais on ne développe pas la conscience sans développer la culture. Et c'est à cette œuvre qu'ont consacré leur vie Helena et Nicolas Roerich, à l'origine de ces traités internationaux. Œuvre qui s'est concrétisée par la bannière de la paix, ces 3 points rouges. Adoptée aujourd'hui par l'ONU et la Croix-Rouge, comme d'ailleurs sur le site de la Croix-Rouge de la culture. Et donc, si vous allez voir, en fait, sur le site de la Croix-Rouge, la bannière de la paix là, même si c'est pas une croix mais un cercle, c'est la Croix-Rouge de la culture. Donc, comme solution face à la chute des valeurs, sachant que l'intolérance que nous voyons à l'œuvre n'est rien d'autre que l'ignorance, qui elle-même est justement la négation de cette culture. Nous avons, et nous, dans nos cénacles, je pense, le devoir de combattre l'ignorance. Je pense que le principal problème auquel on est confronté, et nous sommes dans une crise pas simplement française, ni européenne, mais mondiale, c'est l'ignorance. Et que des populistes qui ne sont pas forcément en bas pour faire le jeu, mais avec une pyramide inversée, qui peuvent être aussi en haut et qui jouent sur cette ignorance. Et moi, le populisme, si je peux rebondir là-dessus, c'est pas simplement en bas, mais c'est aussi en haut. Ça mériterait réflexion. La bannière de la paix a pour vocation d'être un symbole qui guide l'humanité vers la beauté et la fraternité, nous amenant à comprendre que nous devons nous enrichir de nos différences si nous voulons vivre dans la paix et l'harmonie. Nous pensons que le développement de la culture est susceptible de réveiller le sens des valeurs spirituelles qui apportera l'autonomie et la liberté d'être. Sens des valeurs spirituelles très important pour l'autonomie. Force est de constater aujourd'hui que l'humanité est souffrante et que nous commençons à en comprendre la cause majeure. En effet, nous avons cessé de nous préoccuper de la conscience suprême qui siège au sein de notre cœur, au seul profit d'une société matérialiste dite d'économie libérale, dont nous sommes éloignés de la source jusqu'à en perdre le bon sens et le sens du sacré. Complètement absorbés par le profit et la satisfaction quotidienne du désir matériel, nos sociétés ont perdu la notion même de l'idéal. Or, nous savons qu'un être ou qu'un peuple qui n'a pas de vision se détourne irrémédiablement de la vie et travaille à sa destruction. Une petite note sur tous les yeux et des personnes qui sont éborgnées en France, et les lunettes symboliquement, ce sont des gestes, mais qui viennent d'être écrasés volontairement par des CRS. Il y a la vue qui est touchée derrière, la vision qui est perdue et qu'on veut retrouver avec la couleur jaune. C'est intéressant cette symbolique socio-culturelle. Enfin, pour parler culture, c'est parler de conscience. Parler conscience, c'est retrouver la source du vivant. Et la conscience est volonté, beauté et fraternité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là la triple essence de la bannière de la paix que je vous présente aujourd'hui. Pour conclure cette courte présentation, permettez-moi de lire la définition que Nicolas Roerich donnait en son temps. Vous allez voir, c'est assez particulier. La culture, au contraire de la civilisation, est le système de l'esprit qui s'organise elle-même et agit en conformité au niveau de la qualité de l'énergie de cet esprit. Autrement dit, cette auto-organisation de l'esprit est la forme de l'existence de la culture. Alors, je souhaiterais simplement dire, pour arrêter là, parce que c'est un peu long, eh bien, bienvenue à tous ceux et celles qui veulent rejoindre ce projet international du traité de La Haye de 1954 et de la protection de la culture. Merci. Je te remercie pour cette présentation, mon cher Thierry. Il est temps de conclure, de dire quelques mots de conclusion, et puis nous aurons juste après une séance de dédicace de Guy Archer. Ceux qui souhaitent acheter un livre le pourront au comptoir. Nous avons 3 livres en présentation. Et ensuite le faire signer
vous pouvez aussi vous adresser à notre frère Thierry Bécourt pour avoir des renseignements sur son ONG. Je crois que c'est très important, et puis il y a quelques dépliants sur le Grand Orient de Suisse, si jamais vous ne connaissez pas encore le Grand Orient de Suisse. Mais je crois que c'est très important ce qu'on a fait ce soir, à savoir faire un état des lieux de la montée des populismes et des atteintes et des menaces aux droits de l'homme, un état des lieux très préoccupant, c'est vrai, et puis une lueur aussi d'espoir avec un homme et des hommes qui se battent pour faire progresser ces droits dans le monde, qu'ils soient francs-maçons. Là, nous avons un franc-maçon, mais il y en a d'autres qui ne sont pas francs-maçons. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'initiatives différentes qui sont toutes louables. Je crois que être franc-maçon, c'est aller un soir dans un lieu à la découverte de la pensée de l'autre, à la découverte de l'altérité. Je crois qu'être franc-maçon, c'est admettre que tout un chacun peut nous apporter quelque chose, y compris et surtout celui qui ne pense pas comme nous. Mais aussi, je crois qu'être franc-maçon, c'est pas admettre, et ce sera peut-être la conclusion de notre soirée, c'est pas admettre un relativisme béat, admettre que toutes les pensées se valent et toutes les idées se valent. C'est pas non plus baisser les bras devant la montée du populisme aujourd'hui, du fascisme à d'autres époques sombres de notre histoire, de l'antisémitisme et d'autres valeurs. Il faut être optimiste. C'est Michel Serres qui disait, il y a peu à la télévision, il était interviewé, il est très très âgé, vous le savez, et puis il disait, on m'a mal compris, je ne voulais pas dire que ce monde d'aujourd'hui est beau, parce qu'on lui reproche d'être trop optimiste, comme tu le sais, vous le savez. Je ne dis pas que ce monde d'aujourd'hui est beau, bien sûr qu'il a 1000 problèmes, mais justement, moi qui ai connu la Seconde Guerre mondiale, j'admire ce monde de paix que nous vivons. Mais bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire encore. Et je crois que c'est une leçon d'optimisme. L'optimisme n'exclut pas le combat pour pouvoir faire progresser le monde. Donc, ne pas baisser les bras, ne pas être pessimiste et ne pas être sceptique ou relativiste, comme le sont souvent nos adolescents aujourd'hui qui sont perdus au milieu de 1000 informations sur Internet et qui finissent par considérer que toutes les opinions se valent. Le créationnisme comme la théorie de l'évolution, par exemple, et qui finalement se détourne et du politique et de tout engagement. Je crois qu'il ne faut pas... C'est la grande menace de notre monde, c'est le relativisme, c'est le scepticisme, c'est le désengagement. Voilà. Mes frères, je vous remercie encore d'être là, d'avoir participé à notre belle soirée. Et puis, voilà, je crois qu'on peut vous remercier, particulièrement toi, bien sûr, Guy, par un tonnerre d'applaudissements.